France Maghreb 2. Monsieur Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de Il m'avoir s'agit pour nous d'entendre un homme dont on a confisqué la parole. Vous la reprenez de manière timide dans les médias. Et merci de passer par chez nous pour qu'on puisse vous entendre. Et il ne s'agit en aucun cas, je tiens à le préciser, nous ne comporterons jamais, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, comme un tribunal, simplement de vous écouter, de vous exprimer sur certaines questions que l'on a à vous poser. Pour m'accompagner à vos côtés, monsieur Gamal Abina. Bonjour Gamal. Bonjour Christophe. Faiza Ben Mohamed, journaliste et militante. Bonjour Faiza. Bonjour à tous. Première question, monsieur Ramadan. Après les accusations, la prison, l'isolement, le déferlement de haine envers vous, envers votre famille, la question toute simple. Comment avez-vous fait pour résister à tout cela? Écoutez, bon d'abord c'est vrai que ça n'a pas été facile. Moi je me suis rendu à la garde à vue, je me suis rendu au poste de police avec beaucoup de confiance parce que je me savais innocent et je me suis tout de suite rendu compte que les choses étaient préparées en amont avec la volonté de ne retenir que ce qui était à décharge. Donc pendant 2 mois il y a eu un déferlement médiatique. Il y a eu la garde à vue, puis tout à coup la prison. Et la prison, évidemment, je ne m'y attendais pas, ça a été difficile. Il faut savoir que j'ai été mis à l'isolement à l'intérieur de la prison et que la difficulté a été décuplée par la maladie. Et que, effectivement, moi je n'avais pas parlé à grand monde de ma sclérose en plaques et ceci a rendu d'autant plus difficile cette expérience. Alors il y a eu 3 choses qui ont été importantes pour moi. D'abord le retour à ce qui était essentiel, c'est-à-dire un vrai travail d'introspection, de relation avec Dieu et de relation avec mon cœur. Ça m'a accompagné pendant 9 mois et demi. C'est ce qui a été le sens et peut-être là où j'ai puisé la force. En me disant qu'il y a des choses qui vous arrivent et que vous considérez comme négatives et puis finalement elles seront positives. Et tout de suite, ce verset du Coran qui m'a accompagné, il se peut que vous détestiez une chose et qu'elle soit bonne pour vous. J'en parle beaucoup dans le livre d'ailleurs. Et ça a été... un livre qui sort aujourd'hui, précisons-le, en ce 11 septembre, que vous avez choisi d'intituler « Devoir de vérité ». Ouais. Et donc là, ça a été important pour moi. Ça a été ce travail à partir de la quête de sens, cette introspection-là. Puis ensuite, après, ce qui a été avec ce travail de la relation avec Dieu, de la relation, de l'introspection avec mon cœur, ce qui a été déterminant, c'est l'attitude de ma femme, l'attitude de mes enfants, l'attitude de ma famille. Ils n'ont jamais lâché prise, ils ont été présents depuis le début avec, malgré la difficulté, parce que c'était une avalanche pour elle d'abord, ma femme, pour mes enfants, pour l'ensemble de ma famille. Et j'ai eu, vous savez, dans les épreuves, les signes de l'amour de Dieu viennent aussi de ce que les gens qui vous entourent, leur réaction. Et donc pour moi, c'était un signe que je n'étais pas seul. J'étais déjà dans ma cellule, pas seul, parce que même si les hommes pensaient que j'étais seul, moi j'étais avec Dieu. Et ceux qui pensaient me détruire en pensant qu'ils me coupaient de tout ne m'ont pas coupé de ma famille, parce que l'amour de ma famille et son soutien étaient plus forts. Et ça, c'était un signe que que cette expérience avait du sens, et donc ça m'a donné de la force. Après, il y a eu un travail à l'intérieur. Vous savez, quand vous êtes dans une cellule, il y a un travail de discipline personnelle, il y a un travail entre les prières, la lecture, la quête de sens, le travail qui consiste à rester vigilant intellectuellement, conscient spirituellement et déterminé pour défendre l'innocence, mon innocence, parce que je suis innocent de tout ce dont on m'accuse. Eh bien voilà, c'est ce qui m'a donné cette force et la possibilité d'être devant vous aujourd'hui. Pour justement nous présenter ce qu'il y a dans ce livre, qui sort, rappelons-le, aujourd'hui, justement un mot sur cette nouvelle énième tentative de censure, si on peut l'appeler ainsi. On a tenté de faire interdire votre livre et la décision du tribunal de Paris est tombée hier soir. Vous avez bel et bien l'autorisation de pouvoir publier votre livre, une tentative donc qui a échoué. Écoutez, ce qui est très, très important dans cette affaire-là, c'est
ce que disent les médias ou ce qu'ont voulu dire les avocats des plaignantes est ce qui a été la réalité de mon comportement depuis le départ. Quand il y a eu une avalanche médiatique et que j'étais lynché dans les médias, ma position il y a 2 ans, c'était de dire mais moi je n'ai pas à parler aux médias, j'ai à parler à la police et aux juges. Donc oui. je me suis tu. Il faut savoir que le 6 septembre dernier, c'est la première fois que je prends la parole depuis 2 ans. Moi je me suis tu tout le temps. Et ça me paraissait être l'attitude d'un citoyen responsable. Quand vous êtes accusé, vous parlez au juge, à la police, vous ne parlez pas aux médias, vous ne venez pas déballer les choses. Et le secret de l'instruction dans mon affaire, ça a été véritablement une farce, puisque j'étais dans le poste de police et le policier en face de moi se réjouissait du fait que c'était déjà dans les médias. Il dit « Ah, ça s'agite sur les réseaux et tout ça ». Attendez, mais où suis-je? Je pensais éviter la presse et je m'aperçois que la presse est dans la tête du commissaire. Donc, en l'occurrence, voilà ce à quoi j'avais affaire. Donc, moi, je me suis tu tout le temps. Et depuis le départ, j'ai été très strict dans mon respect de la loi. Cela veut dire que quand je devais faire quelque chose, je l'ai fait. On m'a convoqué à la police. J'ai pris un avion depuis le Moyen-Orient et je suis venu immédiatement. Quand on m'a posé les questions au juge, j'ai fait ce que j'avais à faire. Depuis que je suis sorti, ça veut dire maintenant depuis près de 10 mois, j'ai fait avec une rigueur quotidienne tout ce que la loi demandait. Et donc me rendre à la police, et je me suis tu en plus. Et tout à coup, je me retrouve à une émission et étonnamment, je n'aurais pas le droit de prendre la parole lorsque tout a déjà été dit sur mon cas, et plus que cela, parce que c'est de cela dont il s'agit dans cette affaire-là. Oui. On me dit, vous avez cité le nom de cette femme. Non mais attendez, c'est une plaisanterie. On a regardé, il y a 30 articles, il y a Wikipédia, le Nouvel Obs, Paris Match, BFM eux-mêmes qui ont fait campagne en espérant que le livre serait interdit, eux-mêmes ont cité les choses. Moi, je ne suis pas hors la loi quand je ne fais que ce qu'ils ont fait, à savoir le nom est partout. Or, la plaignante n'a fait aucune démarche juridique quand tous les médias parlent d'elle. Elle en fait une quand moi je sors un livre. Plus que cela encore, parce que le problème avec les plaignantes, c'est qu'elles disent vouloir la justice, mais elles veulent l'exposition médiatique. Et en l'occurrence, c'est ça qui s'est passé. Madame Ndayari, elle s'est répandue partout. Et tout à coup, quand moi je prends la parole, ah non, moi je ne viens pas exposer les faits devant les médias. Mais attendez, elle est passée 20 fois devant les médias pour dire aujourd'hui qu'elle ne veut plus. La dernière, en l'occurrence, Madame Mounia Rabouge, est aussi passée dans les médias et s'est exposée. Et on revient à Christelle. Et Christelle dit, je veux l'anonymat. Elle-même, elle fait un compte qui s'appelle Les Plaignantes. Elle fait un autre compte qui s'appelle Le Raffinement Français. Elle renvoie elle-même à des articles où il y a son vrai nom. Elle renvoie elle-même à des photos. Attendez. Et elle dit sur un tweet, je ne veux plus me cacher. Ah bon ? Il faudrait savoir. En l'occurrence, moi, ce que j'ai fait n'a rien d'illégal et je ne suis de loin pas le premier à avoir dévoilé son nom. Et donc, cette mesure en référé immédiat en voulant faire arrêter le livre, finalement, je crois que mon avocat, Maître Marcini, a finalement résumé les choses de façon tout à fait claire. Il a dit, ce n'est qu'un mensonge de plus à tous les autres pour que finalement, on ne puisse pas parler des faits. Parce que les faits, et encore une fois, vous savez, dans cette émission, avec Monsieur Bourdin, dans la façon dont on rapportait les choses, c'est comme si c'était moi qui parlais. Or, je n'ai cessé de répéter dans cette émission, d'après la brigade criminelle. Les faits sont, d'après la brigade... Et là, on coupe d'après la brigade criminelle et on dit, ah ben Tarek Ramadan dit cela. Mais non, la brigade criminelle dit, et ce qu'elle dit est finalement aussi clair dans les dernières investigations sur la réalité de mon innocence et la réalité claire et limpide de leurs mensonges. Tarek Ramadan en direct sur France Maghreb 2, Faiza Ben Mohamed. Justement, à propos de la sortie du livre donc intitulé Le devoir de vérité qui sort donc ce mercredi, je me suis posé la question de savoir pourquoi vous avez choisi de livrer
la version des faits qui est la vôtre et qui a malheureusement jamais été relayée dans les médias, est-ce que c'est justement parce que vous avez considéré que au sein des médias, votre parole était systématiquement soit censurée, soit biaisée, soit tordue, parce que c'est ce à quoi on assiste malheureusement? Écoutez, je crois que vous avez résumé la réalité du traitement médiatique de cette affaire. Je veux dire, je le dis dans le chapitre 2 de ce livre, j'ai subi un lynchage médiatique, c'est-à-dire une sorte de consensus médiatique sur le fait que il y a une notion extrêmement claire dans le droit français qui s'appelle la présomption d'innocence. Et il y a une notion tordue, tronquée dans les médias, c'est la présomption de culpabilité. Je suis présumé coupable. Donc oui. Ce que les médias font, c'est présumé coupable. Ce que le droit dit, c'est présumé innocent. Et donc je ne l'ai pas été présumé innocent. Et donc à partir d'un certain moment, je me suis tu. Vous savez, j'ai eu beaucoup de sollicitations. Il faut savoir qu'avant de rentrer en prison, j'ai eu une trentaine d'appels des médias pour que je m'exprime. Dont d'ailleurs M. Bourdin qui m'a appelé à 4 reprises, qui m'a envoyé des messages. Maintenant, c'est le moment de vous exprimer. Et je lui ai dit non, je ne m'exprimerai pas. Et donc en l'occurrence, après coup, pendant 10 mois où j'étais en liberté, c'est poser la question de savoir qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais prendre la parole ou pas? Et la meilleure des solutions, c'était d'écrire un livre, mais un livre, je le répète, qui n'est pas un livre sur les faits seulement. En fait, ce livre-là, il part de mon expérience pour développer une réflexion générale. Donc mon expérience et les faits, bien entendu, je le dis d'ailleurs dans l'introduction du livre, dans son prologue, je dis ce n'est pas un plaidoyer pour ma défense. Je ne suis pas là pour me défendre. Je dis simplement voilà les faits. Et voilà les faits, non pas simplement comment je les rapporte, mais comment la brigade criminelle arrive dans ses investigations à ce que j'ai dit depuis le départ. Parce que je fais face à quelque chose de tout à fait singulier, à savoir une brigade criminelle qui dit des choses et des juges qui lisent autre chose. Et je mets en évidence comment l'attitude des juges pose question. Donc ça, c'est un élément du livre. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire avec ce livre ce que je ne peux pas faire dans les médias. Il y a autre chose de beaucoup plus important pour moi, c'est l'expérience spirituelle, personnelle, tout ce travail. Je veux dire, vous savez, il y a autant d'enseignements dans tous mes livres qu'il y a d'enseignements dans mon épreuve. Et ceux qui ont voulu m'idéaliser en pensant qu'on ne prend le message d'un ange se sont trompés, parce que l'ange qu'ils pensaient être ange est un être humain. Et quand un être humain vit et fait face à ses faiblesses, à son examen de conscience, il y a autant d'enseignements qu'il faut retirer. Et moi, finalement, vous savez, le dernier chapitre du livre, c'est enseignement. Ce que m'a appris cette expérience et ce que je veux faire, c'est de tout transformer, tout ce qui m'est arrivé en quel est le sens et quel est l'enseignement. Donc il y a cette dimension-là. Puis ensuite, il y a une réflexion sur la société française, sur la réalité carcérale, sur le traitement qu'on peut avoir, la discrimination que j'ai vue, que j'ai expérimentée au quotidien. Et donc ce livre dépasse simplement le fait d'être une réponse aux médias. Non, moi j'ai pas le temps de répondre aux médias. Les médias, ils sont là aujourd'hui pour nous distraire et nous faire perdre beaucoup de temps. D'une part sur la vérité et d'autre part sur ce qu'on veut pour l'avenir. Et le livre, il parle aussi de l'avenir. Qu'est-ce que l'on peut retirer pour l'avenir de cette expérience? Gamal Abina. Bon, c'est étonnant de se retrouver sur un plateau. Je fais mon travail évidemment de chroniqueur. Donc j'ai lu votre livre avec attention, Monsieur Ramadan. Ça m'a d'ailleurs surpris le démarrage. Vous avez cité d'abord, pour commencer, vous avez cité un auteur, Baudelaire, je crois, si je me trompe, qui est très bien. Et puis après, vous citez Céline, ce qui est surprenant. Donc, bon, moi j'ai adoré Voyage au bout de la nuit. Je comprends pourquoi vous le citez, parce que vous introduisez sur le fait que vous avez fait un voyage pour le coup au bout de la nuit qui a duré 9 mois et demi. J'ai été entendu aussi sur ce dossier, je ne vous le cache pas. Il y a longtemps, je vais vous annoncer une chose que les gens ne savent pas, c'est que quand j'ai été entendu le 4 juillet, les policiers m'ont dit, et c'est le criminel qui était à Port de Clichy, m'ont dit que de leur point de vue par rapport aux investigations qu'ils avaient menées, ils considéraient que vous n'étiez pas coupable. Les éléments ne donnaient pas le sentiment que vous étiez coupable de ce dont on vous accuse. Ils ne disaient pas que vous aimez particulièrement, mais ils disaient que vous n'étiez pas coupable. Et surtout, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclenchement de l'enquête à décharge. Avant, il n'y avait pas d'enquête à décharge, c'était l'enquête à charge. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, donc j'ai lu pas mal de choses sur votre livre. Vers la fin, vous dites par exemple vers la fin que vous étiez pour le mouvement MeToo, que vous vouliez qu'on accompagne effectivement cette libération de la parole des femmes violées, ou supposément violées aujourd'hui maintenant malheureusement, et que ça vous paraissait normal de les soutenir pour des raisons que j'ai bien comprises.
Le problème maintenant, c'est que vous avez découvert aussi, alors, dans ma famille, on a connu l'injustice. Je parle de la véritable injustice. Il y a une séquence que j'ai lue dans votre livre qui m'a parlé. C'est la séquence où votre famille part après le parloir. Les humiliations qu'on connaît très bien dans ce genre de système carcéral. La pudeur qui n'est pas respectée. Tous ces trucs-là, je les ai vus. Mais surtout, ce que je note, c'est qu'elle vous saluait de loin, vous reteniez vos larmes. Et nous avons connu ça à titre personnel. C'est une grande affaire qui s'est passée dans les années 80. Donc je sais exactement ce dont vous parlez. Et le sentiment que ça donne quand on est séparés. Nous, on a été séparés par un pays, vous par une prison, mais ça ne change rien au fait qu'on a subi une injustice. C'était clairement, après on a gagné, mais c'était trop tard, je veux dire, le mal est fait. Donc là, en l'occurrence, je peux comprendre parfaitement le sentiment que vous avez pu avoir à ce moment-là, le sentiment d'enfermement, les gardes à vue, toutes ces choses-là, on connaît par cœur. Nous, on connaît très bien parce que malheureusement en France, en tant que minorité arabo-musulmane, et je tiens à préciser que nous sommes des arabo-musulmans, je renie le fait de réduire qu'à l'islamisme. La perception qu'on a de nous, c'est une perception de corps étranger qui pose problème. Donc, ce que j'aimerais savoir, là, elle est un peu longue mon introduction, mais elle était nécessaire à mon sens, parce que je vous dis qu'en général, quand je reçois quelqu'un, je fais attention à ce qu'il écrit. Je ne suis pas le tribunal du peuple, je ne suis pas le tribunal moral, je ne m'intéresse pas du tout à ces questions. Je m'inscris sur un débat politique, éthique et intellectuel. Et en l'occurrence, on a beaucoup parlé de glosser sur l'islamophobie, qui est un piège. Moi, j'ai toujours dit que c'est un racisme déguisé, et je le maintiens. Je suis un antiraciste authentique et clair. J'ai toujours dit que c'est une façon de nous amuser, de nous détourner du regard. Et vous avez pu constater en prison, d'ailleurs, j'ai lu dans votre livre, que très souvent, on voyait effectivement des actes racistes et que la loi dans la prison était une loi raciste. C'est ce que vous dites dans le livre. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, votre position par rapport à la question de l'islamophobie et du racisme a évolué, ou est-ce que vous pensez qu'effectivement, le principal problème est l'islamophobie? La réponse risque d'être plus courte que la question. Bien évidemment. Écoutez, je pense, vous savez, on peut avoir un débat sur la terminologie. Moi, je pense qu'il y a un racisme qui s'est développé, qui est un nouveau type de racisme, qui est un racisme anti-musulman. Ce racisme anti-musulman, à l'exception d'une petite élite française, dans tout le monde anglophone, comme dans la majorité des sociétés, même francophones, même en Afrique, il s'appelle islamophobie. Donc j'ai pas de problème avec le terme, il existe ce terme, il est utilisé par la Commission européenne, il est utilisé dans toutes les instances en Angleterre, à Vienne, etc. Maintenant, dire qu'il existe un terme qui parle de ce racisme anti-musulman est une chose. Maintenant, en faire un discours qui soit strictement victimaire, je m'y suis toujours opposé. Mais encore une fois, dire qu'il y a des victimes de racisme est une chose, dire qu'il faut alimenter le sentiment victimaire en est une autre. Moi, je ne veux pas alimenter le sentiment victimaire. Mais par contre, bien sûr qu'aujourd'hui, vous savez, on a vraiment, ça a fait, on est venu dire, mais comment osez-vous comparer votre affaire à l'affaire Dreyfus? Oui. Je dis, mais attendez, soyons sérieux. Moi, ce que je fais dans le livre, c'est que je ne parle pas du capitaine Dreyfus en tant que personne, comparé à Tariq Ramadan en tant que personne. Je compare deux climats et deux réalités qui sont structurelles et systémiques. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de dénoncer la systématisation. Comment on a normalisé ce discours-là? Or, si vous regardez entre 1895 et 1897, la France entière, elle était contre un homme. Mais c'est pas l'important, c'est pas l'homme, c'est ce que ça dit sur la France entière. C'est-à-dire, c'est ce que dit Zola. Il dit qu'il y a une normalisation du discours antisémite. Je veux dire, sauf à venir, encore une fois, je prends l'exemple de Micromégas, de Voltaire. Si Micromégas arrivait en France et se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Fait que vous regardez toutes les chaînes, la normalisation du discours, l'essentialisation d'une religion, c'est tous les musulmans, c'est comme ça, l'islam, c'est comme ça. Et les seuls qui auraient du crédit en étant musulmans, ce sont ceux qui se disent ex-musulmans. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus musulmans. Alors, ça, c'est les bons musulmans. Donc, les bons musulmans, ce sont ceux qui ne se reconnaissent même pas des réalités de la religion. Donc, à partir d'un certain moment, je pense qu'il faut comparer des atmosphères. Moi, je prends le symbole historique, l'affaire Dreyfus, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Ramadan, je les enlève du symbole, je dis, mais comparons les sociétés, comparons ce que vous êtes en train de faire. Et si après 120 ans, vous n'avez pas compris que vous êtes en train d'entretenir des racismes, que vous êtes en train d'être... en fait, vous êtes sous l'emprise de vos anciennes espérances coloniales et impériales. Et
dire, moi je sais pas, quand un président part en Afrique pour aller dire aux Africains, vous n'êtes pas entrés dans l'histoire, et que vous parlez à vos propres concitoyens en disant vous n'êtes pas rentrés dans la République, je dis, il y a un problème, il y a un problème, il y a un vrai problème. Et ça s'appelle un racisme aussi d'État qui ne dit pas son nom. Et c'est pour ça que dans ce livre-là, contrairement à tout ce que disent les journalistes aujourd'hui, je ne me présente pas en victime. Moi, je ne suis pas une victime. Moi, je suis un citoyen qui va se battre pour son innocence et je suis un intellectuel qui va se battre pour la liberté citoyenne et le traitement égalitaire. Je suis le contraire d'une victime. Je serai en tout cas pas une victime consentante sur le plan du droit et je serai un agent intellectuel de la libération et du traitement égalitaire de tous les citoyens devant la loi. Tariq Ramadan est notre invité sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum aujourd'hui pour nous parler à l'occasion de la sortie de son livre aujourd'hui en ce 11 septembre du livre intitulé Devoir de vérité. On continue cet entretien sur France Maghreb 2 avec Tariq Ramadan à mes côtés pour le questionner, Gamal Abina et Faiza Ben Mohamed. Monsieur Tariq Ramadan, aujourd'hui vous sortez un livre en ce 11 septembre, un ouvrage que vous avez décidé d'intituler Devoir de vérité. Est-ce un moyen de répondre à vos détracteurs, ce livre? Ou alors est-ce que c'est plutôt une thérapie? Dites-nous un petit peu dans quel état d'esprit vous avez écrit ce livre. Écoutez, j'aime bien votre question parce que finalement c'est les deux et c'est même une troisième chose. C'est une thérapie, oui, parce que vous savez, j'ai commencé à écrire ce livre en prison. Je l'ai écrit dans ma tête. Je l'ai écrit dans mes expériences, je l'ai écrit parfois dans la souffrance, dans la solitude, et puis parfois dans l'énergie. Vous savez, en prison, vous avez des moments où vous êtes vraiment dans une solitude et une souffrance où vous posez la question de savoir si vous allez y arriver. J'ai eu des vrais doutes quant à moi, si j'allais y arriver. Et vous y êtes arrivé. Ouais. Vous êtes là. Vous êtes là. Et puis vous avez d'autres moments où vous êtes politiquement, intellectuellement beaucoup plus actif, beaucoup plus déterminé. Donc tout ça s'est mélangé. Donc à un moment donné, il y a oui, le fait de pouvoir traduire cette expérience. Et je pense qu'il n'a pas été facile à écrire, ce livre. Donc j'ai essayé d'y traduire... Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, pourquoi j'écris ça aussi, c'est parce que j'aimerais aussi que ceux qui vont le lire comprennent que s'ils ont pensé que mes enseignements n'étaient enseignements que parce qu'ils m'idéalisaient, ils ont tort. Ils n'ont pas compris le sens du message, puisque je n'ai pas arrêté de dire le message dont je vous parle n'est pas ce que je suis, mais ce que j'aimerais être. Et donc, j'aimerais aussi que les gens qui le lisent comprennent que cette réconciliation, cette introspection, elle est un enseignement pour moi, elle est un enseignement pour eux. Et puis, quand vous aviez posé la question de savoir est-ce que je réponds à mes détracteurs, je réponds à ceux qui ont tronqué la vérité. Et puis, il y a aussi quand même dans ce livre un certain nombre de choses que aucun média n'a rapportées. Des révélations réelles sur non seulement le dossier, mais aussi sur des noms, sur des personnes qui apparaissent dans ce dossier, qui sont mes ennemis. On y reviendra tout à l'heure, il y en a beaucoup. Oui. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, pardon Faiza, je m'arrête un instant parce que c'est intéressant. Vous êtes en train de nous dire, voilà, vous êtes un homme avec vos défauts et vos qualités. D'ailleurs, une phrase que vous avez répétée, vous n'avez pas cessé de répéter dans les différentes conférences que vous avez animées, j'en étais pour témoin. Avec par exemple M. Edoui Plenel, avec qui vous aviez débattu, je crois que c'était en 2015 de mémoire, en Essonne. Aujourd'hui, le problème qui se pose, pour être très sincère avec vous, au niveau des auditrices et auditeurs qui interviennent de manière régulière dans cette émission, pour nous donner un petit peu leur avis, parce que on leur demande, on les sollicite, et on a l'impression que depuis effectivement qu'il y a eu ce changement dans cette affaire, ces révélations, vous concernant, cette prise de position, avec ces infidélités, ou en tout cas en tant que telle, on a l'impression que la communauté s'est sentie quelque peu trahie, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, peut-être que cette communauté vous a idolâtré, vous a mis au-dessus du lot. Elle était fière lorsque vous alliez débattre avec tous les pseudo-philosophes ou pseudo-penseurs que l'on a à travers de journées dans les différents médias. Elle était fière, et il y avait de quoi, parce que
vous teniez tête à tout le monde, à tous ceux auxquels on pense, du Zemmour en passant par Finkielkraut et compagnie, vous les avez tous mis par terre, intellectuellement parlant, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème, j'allais dire, d'analyse de conscience au niveau de la communauté qui vous a mis peut-être un petit peu trop haut par rapport à ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire un homme? Écoutez, il y a eu plusieurs positions dans la communauté. Il y a eu des personnes qui étaient tout à fait dans la disposition que vous mettez en évidence, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient lucides. Je restais un homme et on prend ce qu'il donne de bien et puis on fait attention. Ne jamais confondre le message avec le messager, la personne humaine avec les idéaux. On essaye tous d'être cohérents. Donc il y a des personnes qui ont bien compris ceci. Pour certaines, elles sont restées. Il y en a d'autres qui ont effectivement idéalisé, voire peut-être sont allés très très loin dans le fait de penser qu'on pouvait être un homme sans défaut et qui ont idéalisé jusqu'au point de confondre le message avec la personne humaine et qui aujourd'hui se retrouvent en face d'une énorme déception. Alors j'aimerais dire deux choses à ces personnes. Je comprends la déception. Je comprends qu'on ait pu avoir le sentiment que peut-être même d'une trahison humaine, oui. Je le comprends et ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que je dis dans le livre, c'est que je l'ai pris de m'excuser de cette déception. Mais ça, c'est un homme qui parle à d'autres hommes, il dit « Je vous ai déçu, je m'en excuse ». Mais maintenant, il y a un deuxième enseignement. N'avez-vous pas, vous, commis une erreur ou n'avez-vous pas entendu, parce que finalement vous ne l'avez pas entendu, quand je ne cessais de répéter, j'essaye d'être meilleur, j'essaye d'être à l'image de mes principes, mais que je suis qu'un être humain. J'ai pas arrêté de m'en prendre à cette idée du leader charismatique. Moi, quand on me disait on était derrière toi, j'ai dit non, mais arrêtez d'être derrière moi, mais à côté. Pourquoi vous êtes derrière? Alors, il y en a qui, voilà, ils vous idéalisent dans le clash médiatique. En fait, il faut revenir à l'enseignement élémentaire. L'enseignement élémentaire, c'est que dans ce qui m'arrive, je dirais à tous ceux qui nous écoutent maintenant, dans ce qui m'arrive, il y a un enseignement spirituel, un enseignement humain. Et la seule chose que je peux promettre à ceux qui m'accompagnent encore, et je vous le dis parce que certains me disent, il n'y a plus personne derrière toi, le nombre de ceux qui partent n'est rien par rapport à l'amour de ceux qui restent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amour et la fraternité de ceux qui restent. Le nombre de ceux qui partiront, ils partiront. Et ils partiront, ce sera leur choix. Mais que ceux qui partent ou ceux qui sont déçus fassent un vrai examen de conscience. Vous suiviez un homme ou vous respectiez un message? Vous avez compris le sens d'une spiritualité ou l'incarnation d'une spiritualité. Il n'y a pas d'incarnation en islam, il n'y a pas d'homme idéal, il n'y a que des êtres qui se battent avec ce qu'ils doivent faire et devenir meilleurs. Et ce que je me promets à moi-même, devant Dieu, et c'est ma promesse à Dieu, comme c'est ma promesse à ma femme, comme c'est ma promesse à ma famille, c'est d'être meilleur aujourd'hui que je ne l'ai été hier, et d'être meilleur demain que j'essaye de l'être aujourd'hui. C'est mon combat, c'est mon cheminement. Si ceci n'est pas un enseignement spirituel pour ceux qui m'écoutent, eh bien, ce sera leur choix. Mais mon épreuve doit être un enseignement pour tous. Et j'espère que ça renvoie un miroir. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, on a même donné vos livres à nos enfants, maintenant on a tout jeté. Je dis, non, mais vous êtes trompés. Je veux dire, les livres, le message ne fait que se confirmer dans ce que je vis, puisque dans le message, je disais, ne condamnez jamais un homme, apprenez à vous pardonner et essayez d'être meilleur. C'est ce que j'essaye de faire. Faiza Ben Mohamed. Alors justement, je voudrais rebondir par rapport à ce lien que vous avez avec les communautés musulmanes. Vous avez certainement suivi les derniers rebondissements sur les derniers mois qui nous expliquaient que parce que maintenant la place de Tariq Ramadan ayant été laissée vacante donc, durant la période de votre incarcération, il y avait un certain nombre d'organisations qui souhaitaient en tout cas représenter le culte musulman ou le réorganiser, et qui ont émergé dans les derniers mois. Et je voulais savoir, vous, dans votre position maintenant, si demain votre procès se tenait et que vous étiez innocenté, ce dont, à titre personnel, je ne doute pas, est-ce que vous aspirez à jouer un rôle justement auprès de ces communautés musulmanes, un rôle dans la réorganisation, un rôle de... Bon, mais je ne parle même pas de reprendre un rôle de conférencier, mais vraiment de reprendre un rôle dans le travail qui concerne l'islam de France? Il y a du boulot, hein. Écoutez, oui. Ma position, elle n'a pas changé de la position que j'avais auparavant. Moi, je disais trois choses. Je disais,
je ne suis pas le représentant des musulmans de France. D'abord, je le disais parce que je suis même pas français, donc je ne suis pas le représentant. Moi, je défends une position de principe, qui était une position de principe d'autonomie, ce que j'appelle aussi, et je rappelle dans le livre, la quadruple indépendance, l'indépendance religieuse, l'indépendance financière, l'indépendance politique et l'indépendance citoyenne, c'est-à-dire je mettais ceci en évidence. Et je continue à avoir ceci. Moi, si vous voulez, je suis porteur et je traduis un message qui est un message de compréhension de l'islam de l'intérieur et de disposition citoyenne comme français de confession musulmane et musulmans de nationalité française ou européenne. Donc cette position-là, elle reste celle que j'ai toujours défendue. Maintenant, certains ont dit, Tariq Ramadan est en prison, maintenant il est tombé, la place est vacante. Mais la place n'a jamais été prise pour qu'elle soit vacante. J'ai aucune place à jouer là-dedans. Mais par contre, ce que je dis, et que j'ai toujours répété, c'était très clair dans un des livres que j'ai écrit et qui s'appelait « Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam », je disais, l'avenir de la représentation des musulmans dans n'importe quel pays occidental, et en France, de la même façon, eh bien ce sera une dynamique qui partira de la base et qui de la base cherchera et construira sa représentation. Ça ne se décide pas à Matignon, ça ne se décide pas par le président de la République, ça ne se décide pas par l'Institut Montaigne, ça ne se décide pas par les politiques, ça se décide par les citoyens de confession musulmane et ça doit se construire par rapport à la base. Alors on m'a parlé de la plateforme Les Musulmans, on m'a dit ça se met en place et ça commence par rapport à la base. Moi, sur le principe, j'ai aucun problème avec ça. Après, il faut savoir qui on représente et avec qui on travaille, mais partir de la base, c'est ce qu'il faut faire. Et de façon indépendante. Maintenant, si pour certains, il faut que je disparaisse pour qu'ils existent, c'est leur problème, parce que ce que je vais être, et c'est la troisième des choses que je voulais vous dire par rapport à ça, ce que je vais être à l'avenir, c'est ce que j'ai toujours été dans ma vie au service d'un message. Je ne représente pas la communauté musulmane, je sers le message. Et le message de l'islam, non pas simplement que une perception enfermée sur nous-mêmes, nous les musulmans contre le monde, je n'ai jamais été quelqu'un qui parlait de cette façon-là. Pour moi, être musulman, c'est être un universaliste, c'est être un humaniste, c'est être porteur de toutes les causes justes. Ce sera aller avec les Tibétains comme je vais avec les musulmans en Chine pour dire le gouvernement chinois a une attitude intolérable autant vis-à-vis des Tibétains que vis-à-vis des musulmans, parce que il faut être du côté des opprimés. Donc cette conscience-là, je l'aurai aussi en France. Je veux dire, moi, je ne suis pas un défenseur des musulmans qui sont une minorité discriminée en France, mais non, je défends aujourd'hui la réalité citoyenne d'un racisme structurel, mais qui touche les Noirs. Regardez comment on traite les Noirs dans les prisons françaises. Et ils ne sont pas musulmans. Regardez comment on traite même les surveillants qu'on fait venir des îles et qu'on déshumanise. La déshumanisation aujourd'hui d'une partie de la population noire, les Roms, les migrants. Les migrants, c'est pas tous des musulmans. C'est absolument intolérable. C'est ça mon discours. Et mon discours, ce n'est pas de représenter les musulmans, c'est de défendre un message de justice. Ceux qui ont pensé que j'avais des ambitions à la représentation se sont trompés. Ceux qui ont pensé que j'avais des ambitions à la perfection se sont trompés. Ceux qui ont pensé que je cherchais à être un leader se sont trompés. Moi, je suis un enseignant. Je suis un enseignant. Je veux travailler à réveiller des consciences. Les leaders, c'est pas moi. Moi, j'ai pas vocation à être un leader d'une organisation. Je ne fais partie d'aucune organisation. Je ne fais partie d'aucune structure. Vous allez reprendre des conférences, monsieur Tariq Ramadan? C'est envisageable? Pour moi, une conférence, c'est un enseignement. Je ne vais pas cesser d'enseigner. Voilà. Donc la réponse est oui. D'accord. Gamal Amina. Alors moi, je vais revenir. Vous allez me dire, je suis obsessionnel. Je vais revenir sur des réalités terre à terre et françaises. On parlait de racisme structurel d'État, ce que je pense être le cas. Pas pour tout l'État, évidemment, parce que c'est un peu calmé sous Macron, il faut le reconnaître. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un vrai problème de racisme structurel. Quand on parle de structure répressive, en l'occurrence justice-police. Voilà. Donc tous les policiers ne sont pas racistes, toute la justice n'est pas raciste, mais globalement, il y a un problème de perception. Quand vous allez au tribunal, si vous avez une tête d'arabe comme la mienne, on est tout de suite, alors qu'une fois je suis allé au tribunal en tant que victime, j'ai été perçu comme étant la personne qu'on devait poursuivre.
alors que la personne qui était de l'autre côté, un blond aux yeux bleus, était considérée comme étant la victime. Ça, c'était très comique. Et ça arrive souvent, malheureusement, il faut avoir affaire à la justice. Alors maintenant, pour revenir, il y a deux choses que je vais évoquer. J'aimerais que vous me parliez, je vais parler de Dreyfus très rapidement, mais j'aimerais que vous parliez après de votre maladie, la sclérose en plaques, parce que les gens n'ont pas une perception précise. Moi, je la connais très bien, malheureusement, mais les gens ne savent pas que c'est une maladie dégénérative, qu'effectivement, le processus est très violent quand la personne sait de quoi on parle, et je pense que vous savez très bien. Et il faudra en parler parce qu'il faut quand même que les gens soient informés de ce qui vous est arrivé et effectivement des conditions dans lesquelles vous étiez incarcéré, sachant, vous en parlez beaucoup dans le livre, que vous n'aviez pas forcément accès à vos médicaments, que vous n'aviez pas la possibilité de pouvoir voir un kiné, que vous aviez des problèmes d'arbitrage entre la présence du kiné et votre famille. On vous a demandé de choisir un temps. Enfin bref, toutes ces choses-là, on va en parler. Mais pour revenir à ce lynchage médiatique, je voulais parler du sous-jacent raciste qui existe. Et malheureusement, la plupart des intervenants dans ce dossier qui n'ont pas été nommés, vous faites bien de le souligner, parce que comme moi je l'ai témoigné, j'ai parlé de personnes d'extrême droite qui n'ont pas été interrogées. Alors qu'elles sont clairement dans le dossier. Je parle d'un ennemi que je déteste, j'ai un mépris total pour le personnage, j'affiche ce mépris aujourd'hui devant vous, Alain Soral. J'ai lu son premier livre, l'ABCDR, enfin son premier livre politique, je sais qui il est, j'ai un mépris total parce qu'il a instrumentalisé notre jeunesse pour les conduire à l'antisémitisme. Alors que nous ne sommes pas par essence antisémites. Pas parce que nous sommes sémites, c'est pas vrai, les Maghrébins ne sont pas sémites pour la plupart, mais parce que ça n'est pas notre tradition. Donc ça, c'est une chose qui doit être dite. Et Alain Soral, qui est en liaison avec tout un tas de courants comme ça, ouvertement racistes, et qui a été, quelque part, à l'initiative de ce genre de piège. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, on a des nouveaux racistes qui viennent d'arriver, je voulais vous en parler, parce qu'on parlait de racisme, c'est le racisme maghrébin. C'est-à-dire qu'il y a des types présentants dans notre communauté qui considèrent que pour être plus français que le français, il faut qu'il soit à l'extrême droite. On en voit de plus en plus. On voit au Front National, qui a par exemple un Égyptien qui vient d'arriver, je ne donne même pas son nom tellement je le méprise lui aussi, qui a une posture extrêmement raciste. On parle d'un obscur dentiste à Marseille qui est clairement d'extrême droite, je le maintiens. Donc cet obscur dentiste me salit sur Internet, mais pas seulement moi, bien évidemment vous, et tout ce qui le gêne, tout ce qui n'est pas lui, tout ce qui n'est pas ce qu'il aimerait être, à savoir le blanc, pour faire simple. Et on parle aussi, on a taillé un costard violent à Thuram, encore une question sur la question du racisme historique. Thuram ne se trompe pas quand il dit qu'il y a, effectivement, quand il parle des blancs, il parle des blancs au sens historique du terme, au sens profondeur historique. Le racisme scientifique, le racisme religieux qui a existé sous Isabelle la catholique, tout ça on n'en parle pas. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est donc deux choses. La première, vous parlez de lynchage médiatique, et vous avez raison de parler de Dreyfus. Dreyfus a été lynché au même titre que vous, et c'est tellement vrai qu'il y a même une image à l'époque d'un magazine qui était publié par Drummond, qui disait quoi, qui faisait 4 images de Dreyfus caricaturales qu'on retrouve après chez Charlie Hebdo quand il désigne à l'époque Edwy Plenel. Vous voyez, donc il y a vraiment des parallélismes qui sont très inquiétants et on se rend bien compte que derrière, que ce soit Drummond, Soral et tous les idéologues racistes, on se rend bien compte que le lynchage médiatique a profité à ces gens. Donc moi je vous pose la question, est-ce que oui ou non il y a une eupénisation des esprits, puisque c'est le terme consacré, est-ce que oui ou non vous pensez qu'effectivement vous avez été victime, alors certains diront un complot, moi je dis pas ça, moi j'appelle ça ou un pugilat ou plus simplement, vous avez dit traquenard, mais il y a tout un tas de termes pour désigner cette mise en scène pour vous piéger. Et pour finir, est-ce que oui ou non, vous considérez qu'il va falloir un jour qu'il y ait un examen de conscience, pour le coup, vous faites de votre côté, que les médias se posent la question de savoir qui les a instrumentalisés, parce qu'ils n'ont pas posé la question de savoir qui était en face d'eux, quelles étaient les victimes et qu'est-ce qu'elles portaient comme valeur. Vous préférez les questions de Bourdin ou de Gamal Abina, monsieur Tariq Ramadan? Dites-nous, parce qu'on veut savoir là. Là, il y a beaucoup de questions. Bah je vais oui. essayer de les organiser, en tout cas d'essayer d'organiser ma Pour ce qui est de la réponse. maladie, j'ai prévu d'en parler un petit peu plus tard, D'accord, si alors vous le permettez. D'accord, donc je laisse ça de côté. Je viens simplement à ce que vous mettez en évidence. Par rapport à ce racisme et à la façon dont les choses s'expriment. Alors bon, j'ai déjà parlé de ce racisme structurel, de l'islamophobie. J'ai pas de crainte à utiliser ce terme, encore une fois, qui est officiel maintenant, même dans les instances internationales, d'ailleurs même aussi à l'ONU. Et par rapport vous savez, on a essayé aujourd'hui de sanctuariser le nom de Dreyfus, mais c'est arrivé dans l'histoire. Je parle dans le livre de Jules Durand, qui est un militant de la cause ouvrière, dont on va lui faire croire qu'il a tué quelqu'un, il va finir fou et tout ceci. Henri Leclerc, maître Henri Leclerc, en l'occurrence, fait le parallèle entre l'affaire Dreyfus et cet homme en disant, en l'occurrence, là, on est devant un crime d'État, puisqu'il va finir, on le condamnait à mort. Donc on le sait qu'il y a ces situations qui vont très très haut au niveau de l'État, au niveau de quand on veut éliminer une personne. Et donc là, il y a, encore une fois, ce que je représente pour
l'élite intellectuelle qui veut parler entre elles de ces sujets, et puis quand un arabe, a fortiori musulman, entre dans l'arène, là, il faut le faire sortir de cet espace public. Ça, c'est une évidence pour moi. Mais encore une fois, on peut s'arrêter à ça, puis se dire, voilà, on a voulu vous faire tomber, et puis on s'arrête à moi, et puis on personnalise. C'est exactement ce qu'ils veulent. Je fais une longue réflexion sur la personnalisation, l'idéalisation et la diabolisation des personnes. Ça, c'est vraiment le petit élément de l'enseignement. Le plus important, c'est aujourd'hui ce qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quelle femme, n'importe quel homme qui aujourd'hui en France prend une parole publique, défend les droits, va s'exposer à défendre la justice, peut tomber de la même façon. Ils en sont capables. On le voit avec Thuram. Ils en sont, mais oui, mais je veux dire, ils en sont capables. C'est encore une fois, c'est une puissance phénoménale. Il faut se rendre compte. Alors moi, qu'est-ce que je dis ? Je dis, c'est un traquenard derrière toutes ces femmes. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est elles qui le disent. Je suis en contact avec... Alors, vous avez parlé de Soral. 2 des plaignantes disent « Je suis en contact avec Soral ». 3 des plaignantes sont en contact avec Caroline Fourest. Je veux dire, 660 coups de téléphone sur 2 ans entre les 2 plaignantes. Ils se parlent de quoi? Et quand elles demandent à ce qu'elles l'identifient dans la salle... Recette de cuisine, peut-être, je sais pas. Non, mais dit Caroline Fourest. Je veux dire... Attendez, bon, déjà, Caroline Fourest, ensuite il y a des Yann Hamel. Bon, je donne les noms de ces personnes-là. Jean-Claude Elfassi. Jean-Claude Elfassi, on le présente comme un paparazzi. Attendez, c'est pas qu'un paparazzi. Faïza le connaît très bien. C'est un militant de la cause israélienne dans ce pays. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est à l'image. Il est dans le journalisme ce que BHL est dans l'intellectuel, le défenseur aveugle de toute la cause israélienne. C'est-à-dire qu'Israël peut faire n'importe quoi. Là, en plus, on parle du 11 septembre. Là, aujourd'hui, il y a la sortie. Vous l'avez fait exprès, le 11 septembre, monsieur Ramadan, non? Oui, non, pas du tout. Non, mais je voulais dire autre chose qui me paraît quand même importante, c'est qu'en arrivant ici, en venant ici, à l'heure où je vous parle, Gaza est en train d'être bombardé, et puis ils vont encore nous expliquer, là aujourd'hui dans la journée, vous allez voir que c'est la réponse d'Israël à des attaques. Ça a été tout le temps comme ceci. Je veux dire, maintenant, des gens comme Jean-Claude Elfassi, qui sur les réseaux sociaux dit « Tarek Ramadan, c'est grâce à moi qu'il est en prison ». Il est en plus en contact avec l'ensemble des plaignantes. Et alors moi, ce que je dis au juge, non mais attendez, pourquoi aucune de ces personnes n'a été écoutée? Ça, c'est une vraie question, ça, monsieur Tarek Ramadan. Pourquoi toutes ces personnes qui sont effectivement dans le dossier que vous avez cité, il y en a d'autres aussi, on ne va pas citer, mais il y en a d'autres, pourquoi elles n'ont jamais été entendues par la justice? Exactement. Alors ça, c'est une question qu'il faut qu'on pose. Oui. Mais on vous la pose. Maintenant, moi, je l'ai posée, je la pose dans le livre d'ailleurs, mais ce qui m'intéresse, aux lecteurs du livre comme à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de se dire, écoutez, comprenez que moi, le plus important, c'est que je me présente comme la victime d'une injustice, mais pas la victime d'une réalité sociale. Autant on peut être victime d'une injustice, autant il faut être un acteur et un agent dans sa société-là. Et que ce qu'il faut retirer comme enseignement de tout ce que je suis en train d'essayer de traduire aujourd'hui, c'est, sachez-le, ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, Ramadan, qui sera le suivant? Donc après, ça veut dire, les acteurs, il faut qu'ils fassent corps, parce que souvenez-vous du fait, et ça je le dis aux responsables de certaines associations qui ont disparu. Ils étaient les premiers à m'inviter pour faire du monde. Ils sont les premiers à partir quand ils pensent que je suis à terre. Je veux dire, attention, faites attention, parce que ce qui m'est arrivé peut vous arriver, parce que la puissance médiatique, encore une fois, je veux dire, je suis pas le premier à dire qu'il y a une main basse sur l'information dans ce pays. Je veux dire, c'est 5 milliardaires qui tiennent toute l'information dans ce pays. Et c'est pas nos amis. Ils sont pas forcément les amis de la justice. Ils sont pas forcément les amis de la présomption d'innocence. Ils sont pas les amis du secret de l'instruction. Ils sont pas les amis d'une émergence d'une conscience citoyenne qui soit autonome. Je pourrais ajouter une chose importante, si on va me couper. Il y a un avocat qui est intervenu après votre émission chez Bourdin, qui a été extrêmement violent. Vous en parlez dans le livre d'ailleurs, qui a des propos tendancieux, pour pas dire racistes. L'histoire de Farid, de livre, bref, on va pas revenir sur le détail. C'est une séquence qui m'a marqué, parce que là, on sent vraiment que ce monsieur a un problème avec nous. Je parle des arabo-musulmans. Moi, j'aime bien associer les deux. Je ne fais pas musulman tout court, parce qu'il nous cible vraiment en tant qu'arabes et musulmans.
Il y a eu un propos qui a été tenu par ce monsieur. Il faut clarifier la situation définitivement. Moi, je vous dis, je vous connaissais pas particulièrement. Je vous voyais dans les médias. Ces échanges étaient intéressants, effectivement. Vous mettiez souvent à terre vos interlocuteurs. Et ça a dû poser problème, parce qu'un arabe qui lève la tête, ça leur pose problème. Ça, c'est une réalité. Mais il s'est Attention, là, vous êtes dans le victimaire, là. Non, pas du tout. Attention, Non, moi, je suis offensif. Je suis trop offensif. Ouais, ouais. Moi, je pleure pas. Je suis victime de personne. Quand on m'attaque, j'attaque. C'est tout. Il n'y a pas de défense. Je tends pas l'autre joue. Et donc, je vous dis, j'ai parlé de Soral tout à l'heure. Mépris total. J'ai même pas de crainte. C'est un mépris que j'ai pour ce monsieur et pour les autres. Donc, il a utilisé des termes que je n'accepte pas parce que je sais ce qu'il y a derrière. Ils oublient que le sous-jacent de l'antisémitisme, c'est le catholicisme. Je le maintiens parce qu'historiquement, c'est le catholicisme qui a fondé l'idée selon laquelle les Juifs seraient le peuple déicide. Voilà pourquoi ils les ont massacrés à de nombreuses reprises en Andalousie. On l'a vu après chez les Russes. On l'a vu surtout, même s'ils ne sont pas cathos, on l'a vu surtout en Allemagne nazie qui ont copié le modèle andalou. Donc c'est pas, enfin le modèle andalou, le modèle catholique. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il a utilisé un terme. J'aimerais savoir si vous allez le poursuivre pour ça. Il a dit que vous étiez antisémite. Or, apparemment, ils confondent l'antisionisme, qui est légitime et qui est une posture politique de justice pour la Palestine, ce qui est nécessaire, et l'antisémitisme, qui est une posture raciste et idéologique. Ce n'est pas une réaction aux Juifs, c'est une idéologie de détestation d'un peuple en raison de son existence. Est-ce que vous allez poursuivre ce monsieur pour ses propos diffamatoires en public? Il a fait à la télévision. Et est-ce que vous trouvez anormal? Moi, je trouve anormal. Par exemple, on prend Yann Moix, qui est un antisémite notoire à l'origine, qui est un copain de Soral, qu'on découvre hypocritement aujourd'hui dans ses postures antisémites, alors que ça fait des années qu'il était avec eux. Est-ce que vous considérez qu'il y a un deux poids deux mesures concernant le traitement que vous avez, vous, et celui dont a bénéficié pendant trop longtemps Yann Moix? Si je peux me permettre, je vais juste rajouter, comme ça fait l'objet aussi de ma question que j'avais prévue après. Est-ce que vous avez prévu, dans la globalité, j'allais dire, de poursuivre, de porter plainte contre des personnalités, contre des médias, contre des gens qui, selon vous, vous auraient sali ou, bien entendu, diffamé? Écoutez, si je devais porter plainte contre tous ceux qui ont tordu la vérité, agi avec des approximations, voire rapporté des propos qui peuvent être diffamatoires, je vais y passer le reste de ma vie, en particulier en France. Moi, si vous voulez, aujourd'hui, il faut que j'agisse par la priorité. La priorité, c'est que j'ai un certain nombre de femmes qui ont menti, et des témoins sous X qui ont menti, et je demanderai justice pour cela. Et donc je poursuivrai, bien entendu, je l'ai déjà fait pour les 3 plaignantes, mais je vais faire tous ceux qui ont menti au point de vouloir me renvoyer 20 ans en prison sur la base de mensonges, ça je ne lâcherai rien. Très bien. Ça c'est un premier élément, oui, si vous voulez, par rapport à ma position de principe, parce que, vous savez, j'aimerais aussi dire une chose qui est quand même importante. Vous parliez tout à l'heure de MeToo. Je veux dire, mais des femmes qui mentent sur des viols, qui ont menti sur tout le dossier, elles dévoient la cause des femmes. Toutes ces femmes qui soutiennent MeToo et qui vont défendre des femmes qui mentent, mais toutes ces féministes qui, au fond, d'un féminisme devient aveugle et ne sait même plus considérer le fait du mensonge des femmes, parce que je veux dire, la réalité du féminisme ou la réalité de la liberté des femmes, c'est pas la vérité est chez les femmes et le mensonge n'est que chez les hommes. C'est la vérité doit être partagée par les deux. Il faut et donc là, elles ont dévoilé et trahi la cause des femmes. Et j'aimerais que les personnes qui les ont soutenues jusqu'à maintenant se réveillent. Donc ça, c'est ce que je ne lâcherai pas. Maintenant, d'un point de vue beaucoup plus général, ceux qui m'ont sali, après, je considérerai au cas par cas. Hein. Je veux dire, s'il faut arriver à un moment donné sur quelque chose qui soit... De vous qualifier d'antisémite, par exemple, c'est envisageable d'attaquer? Sur la question de l'antisémitisme, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit. Souvenez-vous, j'avais écrit un texte en 2003 où on m'avait dit que j'étais antisémite. Aujourd'hui, je n'ai jamais été condamné pour... antisémitisme, ils ont essayé en 2003, ils se sont tout de suite arrêtés parce qu'il n'y a pas une once d'antisémitisme ni dans mes positions, ni dans mes écrits. Et je fais la distinction claire. L'antisémitisme est anti-islamique et anti-tout principe que je défends. La critique d'un État qui, au nom de son existence, se permet d'opprimer, de tuer des innocents, de bombarder, de faire de Gaza une prison ouverte, c'est non. Ça n'existera jamais. Et n'importe quelle personne qui me dira ta critique de cet État-là est de l'antisémitisme, je dis, vous êtes, vous, en train de trahir l'idéal juif. C'est vous qui trahissez le judaïsme, c'est pas moi. Et donc, de ce point de vue-là, ma position, elle est extrêmement claire. Mais, qu'on soit clair également par rapport à cela,
c'est que vous avez dit la source dans l'antisémitisme est catholique. Bien sûr qu'il y a une profondeur historique. Maintenant, moi, j'aimerais être aussi clair, parce qu'en 2001, j'ai écrit un article dans Le Monde où je disais, attention, parce qu'il y a chez des citoyens de confession musulmane une non-distinction d'ordre entre ma position vis-à-vis d'Israël et la généralisation sur tous les juifs. Il y a un antisémitisme qui provient d'un certain type de discours et de mauvaise compréhension des références musulmanes. On ne peut pas l'accepter. Donc moi, j'ai toujours dit ceci, je dis, je n'accepterai jamais qu'au nom de ma religion, on passe de la critique de l'État d'Israël à une tentation, à une acceptation du fait qu'on mette tous les juifs dans le même sac. Ça n'existe pas. Et donc, pour moi, je ne cherche pas à savoir la source historique de l'antisémitisme ou de n'importe quel racisme. Savoir, par exemple, qu'il y a eu des Arabes qui étaient des esclavagistes. Il faut le savoir. Il y a eu énormément d'Arabes. Donc la source, elle n'est pas de savoir est-ce qu'ils étaient Arabes, est-ce qu'ils étaient blancs, est-ce qu'ils étaient... Non, ils étaient tous ceux qui ont été anti-noirs et racistes contre les Noirs. Il faut les condamner, quelle que soit la source. L'antisémitisme, ça se condamne, quelle que soit la source. Et l'islamophobie, ça se condamne, quelle que soit la source. Que les laïcards finissent par avoir une position islamophobe, il faut les dénoncer. Et puis qu'un certain type de discours pro-israélien entretient aujourd'hui une islamophobie à des fins politiques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'une chose. Le jour où les citoyens français qui viennent du Sud, pas simplement musulmans, mais qui viennent du Sud, vont développer une conscience européenne en disant « mais ce que nous avons vécu là-bas, on ne va pas l'accepter ici, on va... » avoir une conscience internationale. Et ce que vous faites en Afrique, ce que vous faites en Palestine, ou ce que vous faites aujourd'hui, votre silence coupable par rapport à la politique chinoise ou par rapport à la politique en Birmanie, eh bien nous devons avoir cette conscience politique internationale. Monsieur Tariq Ramadan, notre invité aujourd'hui dans le grand forum sur France Maghreb 2, c'est un peu comme une voiture diesel. Il a du mal à démarrer, une fois qu'il est parti, on peut plus l'arrêter. On est de retour très vite, juste après. La suite de cette émission du grand forum avec Tariq Ramadan, à qui nous posons des questions à l'occasion de la sortie de son livre aujourd'hui. Je rappelle à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent et qui espéraient en moi, en Gamal, en Faiza, à ce que nous nous transformions en procureurs ou en juges, ils se sont trompés. Nous ne sommes ni des juges, ni des procureurs, simplement des journalistes qui essaient de rester objectifs et de poser des vraies questions. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps avec beaucoup de questions. Alors, on va essayer d'aller vite, monsieur Ramadan, si vous permettez. Comment expliquez-vous D'où votre remarque sur le diesel, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Comment expliquez-vous votre placement en détention provisoire qui est intervenu le 2 février 2018 en dépit de toutes les garanties que vous présentiez ? C'est quand même surprenant, cette histoire. Écoutez, comme je vous le dis, moi quand je suis arrivé, je me suis tout de suite rendu compte, après une demi-journée, que tout était à charge. Et en plus, on mentait au public à l'extérieur dans ce qui sortait parce qu'on a envoyé des documents, mon avocat a envoyé des documents qui étaient même pas, que la police n'avait même pas reçus. Je dis, mais où sont ces documents qui vous disent que, par exemple, le premier alibi, qui était celui de mon... On a menti ensuite sur cet alibi-là, en disant, oh, il a essayé de travestir la vérité. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de vol, mais ne serait-ce que d'aller vérifier, ils n'ont rien fait. Il n'est même pas parvenu à la police. Donc en fait, la police n'a eu que des éléments à charge. Je suis entré dans ce poste et il était clair, et il a été très vite clair. Vous l'avez compris vite ? Très vite. Oui. En fait, le but, c'était une instruction à charge, ou en tout cas une enquête il n'y avait eu aucune enquête sur les plaignantes. Rien n'avait été fait. Ça a été uniquement ce qu'on a appelé, vous savez, moi j'ai été bassiné pendant... pratiquement toute ma détention, mais depuis la garde à vue, sur les indices concordants. Je veux dire, les indices concordants, ce sont des mensonges concordants, c'est-à-dire un mensonge, plus un mensonge, plus un mensonge, avec des versions qui changent et puis qui deviennent les mêmes que les autres, c'est-à-dire on change sa version pour la faire concorder avec l'autre, ça donnait une vérité. Donc il faut expliquer quand même pourquoi indice concordant. C'est important de rappeler que théoriquement, quand deux personnes qui ne se connaissent pas disent la même chose, ça concorde, donc là, ça conduit à la prison. Tout à fait, sauf que ce qu'elles n'ont pas dit,
et qui s'est avérée ensuite être confirmée par les enquêtes, c'est qu'elle se connaissait. C'est-à-dire que la première a dit je connais pas la deuxième a dit non, la deuxième a dit je connais pas la première, ensuite la première a dit non mais je connais la deuxième, donc finalement la deuxième a dit ah ben c'est vrai je la connais mais je savais plus, je m'étais trompé, j'avais oublié parce qu'en fait quand elles mentent, les avocats de ces femmes viennent dans les médias et disent elle s'est trompée. Ouais. C'est-à-dire que quand elle ment sur le fait que les messages ont été envoyés après la rencontre, elle s'est trompée. Et vous savez, en psychologie, il y a quelque chose de vrai. C'est quelque chose de vrai, c'est ce qu'on appelle le choc traumatique. Le choc traumatique existe et il faut le respecter. Mais quand ça devient le prétexte à dire n'importe quoi, elle s'est trompée, tiens, elle s'est trompée, elle ne savait pas que c'était elle. Et donc là, de ce point de vue-là, si vous voulez, j'ai été mis en détention. Et puis, attendez, vous vous trouvez devant le juge des libertés et de la détention qui vous dit, en fait, vous allez, il va pouvoir quitter le pays, on a peur qu'il s'échappe. Où ? En Égypte. En Égypte, un juge dont la connaissance est inférieure aux connaissances de Wikipédia. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de passeport égyptien. Et je suis presque... Si je vais en Égypte aujourd'hui, j'ai fini ma vie en prison, j'allais m'envoler vers l'Égypte. Et ensuite, j'ai entendu en plus dans les médias, il dit, mais quand quelqu'un est binational, s'il donne un passeport... Attendez, je n'ai jamais été binational, moi. J'ai jamais été. La chose que j'ai été le moins, c'est apatride, parce que j'avais pas de passeport, et le plus, c'est une nationalité, c'est la nationalité suisse. Ouais. C'est-à-dire ce qui a justifié mon emprisonnement, puis ensuite aujourd'hui mon contrôle judiciaire, ce sont des faits qui ne correspondent pas à la vérité. J'aimerais quand même dire, depuis que je suis sorti, je suis dans un respect strict de la loi, et qu'on vient aujourd'hui. Attendez, la semaine dernière, j'ai fait 5 heures de route pour me retrouver au tribunal pour demander un allègement. Qu'est-ce que je demande en fait ? Je demande à pouvoir me rendre en Angleterre avec ma famille, surtout, d'abord, pour être avec ma famille, mais aussi pour mon traitement médical, pour la sclérose en plaques, parce que j'ai des médecins qui, eux, disent en Angleterre que j'ai 2 maladies. Donc je demande cet allègement-là. Et attendez, avec ce que l'on sait aujourd'hui du dossier, mais je vais pas fuir, moi je vais rester en France. Vous me voulez, vous allez m'avoir. Je vais rester en France et je vais me battre pour mon innocence. Mais aujourd'hui, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on dit ? On dit ah ben non, il y a encore risque de récidive. Mais attendez, la présence risque de récidive de quoi ? Si ce qui ne s'est pas passé une fois, on va le récidiver comment ? Plus que cela. Je fais 5 heures de route la semaine dernière et j'arrive au tribunal, on refuse de me recevoir. C'est-à-dire que la présidente me fait entrer pour me dire, eh ben, vous devez ressortir. Attendez, je viens pour plaider ma cause, je vous demande d'alléger ce contrôle judiciaire pour me permettre déjà d'avoir un suivi médical qui corresponde à ma maladie. On me le refuse. D'ailleurs, une petite plaisanterie au passage, pour un petit peu détendre l'atmosphère. J'ai un copain qui m'a dit, il me parle sérieusement, qui est suisse, et il m'a dit, mais je comprends pas Tariq Ramadan. T'as le droit de copain, toi. Oui, non, c'est un bon Suisse, Oui. Il est musulman. Je plaisante. Je ne comprends pas Tariq Ramadan. Qu'est-ce qu'il a été fiché dans un commissariat français ? On connaît bien la police, non ? Qu'est-ce qu'il a été fiché ? Il est suisse, il n'y a aucune possibilité de convention d'extradition, il n'y a rien, il n'y a aucune possibilité qu'il vous attrape, ce qui, de son point de vue, démontrait que vous y alliez de bonne foi, puisque vous preniez le risque de vous présenter au commissariat. Donc il n'a pas compris cette démarche. Mais c'est pas que j'allais de bonne foi, c'est que j'allais en toute conscience, comme quelqu'un qui respecte la loi et qui est sûr de son innocence. Moi, je suis parti d'un pays où il n'y a pas d'extradition, donc j'étais au Qatar, et puis la Suisse, il n'y en a pas. Attendez, aujourd'hui, là, quand je suis sorti, c'est moi qui ai dit au juge, attendez, je vous donne mon passeport, mais j'en ai un deuxième. J'ai un deuxième passeport suisse. Il ne savait même pas. Donc c'est moi qui leur ai donné le passeport suisse. J'aurais pu fuir 1000 fois. C'est dur de fuir avec votre tête quand même. On connaît un peu. Mais il n'y a aucune intention de fuir. Il y a l'intention de me battre et de me défendre pour l'innocence. Parlons justement de ce qui a été révélé au grand public à l'occasion de votre détention, à savoir votre maladie. Durant le passage, durant votre détention, votre état de santé s'est-il dégradé parce qu'on sait que la maladie que vous avez, il suffit d'un choc pour que ça occasionne tout de suite des conséquences dramatiques. Et durant cette période, est-ce que vous avez été correctement traité, Monsieur Tariq Ramadan ? Alors écoutez, et soigné. D'abord, la sclérose en plaques, c'est effectivement une maladie qui est très très liée à l'état psychologique, puisque si psychologiquement vous êtes sous tension ou sous pression, eh bien
les symptômes peuvent augmenter très dangereusement. C'est exactement ce qui est arrivé. Vous pouvez expliquer le processus, c'est important de comprendre. Moi, si vous voulez, j'en avais pas parlé. C'est un cercle très restreint de personnes qui savent. Vous avez été diagnostiqué en 2014. Hein. Voilà, mais je l'avais pas dit. Moi, je vivais ma vie normalement. Je suis arrivé. Dans les premiers jours, j'ai pas eu tout de suite les médicaments parce qu'ils devaient les trouver. Et ensuite, sur pratiquement 3 semaines, ça s'est gravement détérioré. Et finalement, ça s'est détérioré sur les 9 mois. Parce que, effectivement, le fait d'être enfermé, eh bien, et même les médecins le disaient, ils disaient, mais le fait d'être enfermé, eh bien, ajoute à la pression psychologique, qui ajoute donc à l'augmentation des symptômes. Et à un moment donné, bon, j'ai perdu 11 kilos, j'avais des dysesthésies, c'est-à-dire je ne sentais plus le chaud du froid, j'avais des parasthésies sur pratiquement tout le corps, j'avais des maux de tête, mais qui étaient comme des coups de pioche qu'on me donnait. Et vous savez, je prenais un médicament 2 fois par jour, j'en suis arrivé à en prendre jusqu'à 11 de médicaments et on me chargeait de médicaments, le but étant évidemment que je ne me plaigne pas, que je puisse supporter la douleur et c'était extrêmement difficile. J'avais des moments je l'explique dans le livre, des moments de conscience et de concentration qui parfois ne dépassaient pas 30 minutes. J'étais extrêmement souffrant de tous ces éléments-là qui s'additionnaient, parce qu'il y avait tous ces éléments-là, c'est-à-dire les maux de tête, la digestion, les dysesthésies, les parasthésies, et puis finalement, le fait que je ne pouvais plus à un moment donné plier les jambes, plus marcher. À un moment donné, j'ai marché pratiquement 8 mois avec un déambulateur. J'arrivais plus. Je ne peux marcher maintenant de façon autonome que depuis mars. Avant mars, j'étais avec un déambulateur. Ça a été de la kinésithérapie tous les jours. Ça a été des soins aussi avec de l'eau, parce que ça m'a beaucoup aidé, la piscine, à pouvoir redévelopper mon rapport à l'espace autour de moi. Donc voilà, ça a été douloureux, ça a été extrêmement difficile et mon état de santé s'est gravement détérioré. Maintenant, aujourd'hui, je peux marcher, j'ai des problèmes encore d'équilibre, mais je peux marcher sans déambulateur, mais j'ai toujours des parasthésies, bien entendu. J'ai parfois des maux de tête qui reviennent, j'ai des maux d'estomac. L'estomac a été gravement atteint. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, de tout ça aussi, je demanderai des comptes, parce que le médecin, vous savez, vous avez parlé de Maître Morand, il s'est moqué du médecin de Forêt-Mérogis, le docteur... Il s'appelle pas Farid, c'est son prénom qu'il utilisait comme ça. Voilà, et qui lui a dit c'est incompatible. C'est pas le seul, il y en a beaucoup qui disent que la sclérose en plaques est incompatible avec la détention, parce qu'on sait ce que c'est. Quand j'ai vu les experts qui sont venus me dire, mais monsieur Ramadan, qu'est-ce que vous auriez à l'extérieur que vous n'avez pas ici? Je dis, attendez, mais vous êtes neurologue vraiment? Vous êtes spécialiste de la CEP, mais je veux dire, ce que je n'aurais pas à l'extérieur, que j'aurais à l'extérieur que je n'aurais pas ici, la liberté, la possibilité justement d'être dans un cadre où je puisse être pris en charge. Alors, je dois dire une chose, c'est que j'étais dans l'unité hospitalière de la prison de Fresnes, et que dans cette unité, ils n'étaient pas équipés pour la CEP. J'étais d'abord dans l'unité de la douleur, puis ensuite j'ai été déplacé. Ils n'étaient pas eux ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et donc ils me donnaient effectivement 10 médicaments par jour, jusqu'à 13. Je suis arrivé jusqu'à 13 médicaments par jour. C'était des antalgiques? Alors il y avait de tout. Il y avait vraiment pour la tête, ils me donnaient de tout. Et puis il y avait des choses qui étaient extrêmement fortes. Et là, je dois dire une chose, c'est-à-dire autant le cadre général n'était pas forcément approprié pour une CEP, mais j'y ai rencontré à l'intérieur de cette unité hospitalière des médecins, je les cite d'ailleurs, qui ont été extrêmement humains, qui ont été dans le suivi, autant que j'ai pu aussi trouver des personnes qui faisaient des fautes monumentales. Je veux dire, je devais toujours regarder ce qu'il en était des médecins et des prescriptions. Mais j'ai rencontré des êtres humains très humains, comme j'ai pu rencontrer des êtres humains dont le système carcéral avait laminé un peu d'humanité. Humain par trop humain, vous avez dit, pour expliquer vraiment leur... Pour d'autres choses, oui. Tariq Ramadan, notre invité sur France Maghreb 2 dans le grand forum Faiza Ben Mohamed.
Ben, moi, j'ai une question. Alors, je vais vous replonger peut-être dans des archives. Je me souviens, en 2016, j'étais porte-parole et secrétaire générale de la Fédération des musulmans du Sud ici à Nice, et on vous avait invité pour une conférence. Et on avait été assigné au tribunal par un conseiller municipal du Front National qui considérait que vous étiez un danger pour la population française et que les jeunes ne devaient pas vous écouter. Et le tribunal administratif de Nice avait statué en notre faveur et du coup en la vôtre aussi, en expliquant que Tariq Ramadan n'a jamais tenu de propos qui puissent porter atteinte aux valeurs de la République française de quelconque manière. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que votre placement en détention, les charges qui vous sont mises dessus, même pas au niveau pénal, est-ce que vous pensez que c'est parce que le système politique et le système judiciaire français n'a jamais rien trouvé à vous reprocher sur le point de l'éthique, que finalement on essaye de se venger et de charger la nuque d'une autre manière? Écoutez, il est évident que sur le plan intellectuel, ils n'ont rien trouvé sur mon discours. Je veux dire, on a fait de moi, vous savez, qu'est-ce qu'on disait de moi? Tariq Ramadan est un homme clivant. C'est quelqu'un qui est pour la séparation. Récemment, d'ailleurs, il y a je ne sais plus comment elle s'appelle, dans Le Parisien, une femme, une femme, j'ai oublié son nom, qui dit Tariq Ramadan est appel à l'insurrection des jeunes dans les banlieues et tout ça. Mais attendez, moi mon discours c'est, vous savez, à la fin du livre, je parle de 3 R contre 3 R. C'est-à-dire, nous on est pour la résistance, on n'est pas pour le refus de l'intégration. L'intégration est faite, on parle même plus de ça. Nous on est pour la résistance, pour nos droits et le respect. On est pour la richesse et non pas pour le grand remplacement. La richesse, c'est qu'on ajoute notre couleur et on ajoute notre présence, notre supplément d'âme par rapport à ça. On est pour la réconciliation plus que pour n'importe quelle radicalisation. Vous parliez de contre-pouvoir, moi je me souviens. Oui, d'ailleurs, ça a été reproché par Sifawi, qui est encore revenu à la charge avec un extrait d'un reportage bidon dont il a l'habitude. Oui, moi je suis effectivement un adepte du contre-pouvoir et de la résistance. Donc, si vous voulez, mon discours, c'est un discours de réconciliation. Moi, mon plus grand espoir pour la France, c'est que la France se réconcilie avec ses propres principes. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire l'unité de la République, la citoyenneté égalitaire, tout ça, ça va pour un petit cercle dans les salons parisiens. La réalité sur le terrain, c'est autre chose. Ouais. Donc, si vous voulez, et je le vois, hein, je veux dire, on me dit aujourd'hui je vis à Saint-Denis, je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est que la gestion de la drogue qui est structurellement entretenue. C'est vrai dans les banlieues qu'on préfère que les jeunes soient avec la drogue, qu'ils soient dans les écoles ou qu'ils soient loin de la drogue. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que c'est entretenu, cette dépendance. Elle est voulue, elle est la réalité la plus grande des contradictions vis-à-vis de ces principes de la République. Donc moi, ils n'ont jamais pu trouver de discours qui était autre. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, comme on trouve rien dans son discours, il doit avoir un autre discours ailleurs. Alors, ils l'ont inventé en arabe. Ils ont même été dire au service de renseignement anglais qui leur disait, mais attendez, Tariq Ramadan, pour nous, c'est une pensée qui est ouverte, qui est libérale, qui est responsable. Il dit, attention, Tariq Ramadan dit en français ce qu'il ne dit pas en anglais. Donc, avant, on nous disait, il dit en arabe ce qu'il dit pas en français, puis maintenant, il dit en français ce qu'il dit pas en anglais. Rien n'a pu être prouvé de ce point de vue-là. Alors, à partir d'un certain moment, moi, effectivement, j'ai donné le bâton pour pouvoir me faire battre avec ce qui a été la réalité de ma vie et vis-à-vis de laquelle, aujourd'hui, moi, je dois faire mon examen de conscience et devenir ce que je veux devenir dans la lumière de ma vie, devant Dieu et devant les hommes. Mais la réalité de l'instrumentalisation de toute cette affaire-là, pour aujourd'hui me faire vivre ce que je vis, l'incarcération, faire tomber ce qu'ils appellent une icône. Vous avez remarqué, je veux dire, le nombre d'articles qui sortent dans la presse, c'est-à-dire Tariq Ramadan s'est totalement coupé de sa base, il est fini, il est tout seul. On verra. Peut-être que moi je suis tout seul, mais peut-être que le message il sera d'autant plus entendu. Une belle transition parce que l'organisation musulmane de France, ex-UIF, a publié lundi un communiqué pour expliquer qu'elle se sentait trahie par vos récents aveux concernant votre vie privée. Comprenez-vous ce type de communication alors que, quand même, il faut le rappeler, vous avez contribué largement par votre présence à leurs différents événements, et je pense en particulier au Salon du Bourget, leur salon annuel.
C'est bizarre quand même, monsieur Ramadan, non? Comment expliquez-vous Non, ce lâchage? C'est pas bizarre et c'est pas un lâchage. Moi, si vous voulez, j'ai simplement une chose à dire par rapport à cela. On a déjà parlé du fond, de la réalité de ma vie. Moi, j'ai appris une chose. J'ai appris une chose que je répète depuis 30 ans. C'est les 3 étapes du fondement spirituel devant Dieu et devant sa conscience. Apprendre à se pardonner à soi-même, apprendre à pardonner à ceux qui nous font du mal. Et puis la 3e, c'est apprendre à pardonner à ceux qui ne nous pardonnent pas. Et moi, ma position par rapport au cadre des musulmans de France, je dis, ok, vous avez peut-être été déçus et je vous prie de m'en excuser. Vous vous sentez trahi, je n'ai pas trahi le message. Finalement, c'est peut-être moi-même que j'ai trahi le plus et que aujourd'hui. Vous réitérez vos excuses aujourd'hui. Là, ici, sur France Maghreb 2, auprès de nos auditeurs. Oui, je réitère mes excuses, mais en même temps, je veux dire, je comprends les déceptions. Je comprends même que certains puissent s'éloigner, ça les regarde. Mais quand on est des cadres d'une association comme les musulmans de France, moi, je m'arrête un moment, je dis, mais attendez, quel est l'objectif de se communiquer? Oui. Et maintenant, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Si vous voulez mon bien, depuis que je suis sorti de prison, ça veut dire 10 mois, vous venez me voir et puis on parle du fond, c'est-à-dire du fond moral, si vous voulez mon bien. Mais le fond moral, il ne se discute pas sur la place publique, c'est entre nous, on va en discuter entre nous. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi tout à coup vous sortez un communiqué sur le plan moral à des fins politiques? Parce qu'au fond du compte, c'est politique ce que vous faites. Il est adressé à qui ce communiqué? Aux responsables du gouvernement français, aux médias. Eh bien, quand on fait ceci au nom de l'islam, ma réponse au nom de l'islam, c'est qu'il n'y aura pas de réponse. Très bien, ça c'est plutôt pas mal. C'est intéressant. Ouais. Alors, monsieur Tariq Ramadan, il y a encore beaucoup de questions et très peu de temps. Ouais, je vais vous demander d'être le plus concis, précis. S'il vous plaît, il y a quand même une chose que vous avez fait remarquer tout à l'heure, c'est que vous êtes resté discret depuis la sortie de prison, c'est-à-dire le 15 novembre 2018. À l'exception quand même d'une petite sortie que vous vous êtes permis à Saint-Denis, et d'ailleurs à cette occasion plusieurs femmes avaient quitté la salle. Dans quel état d'esprit avez-vous fait cela, monsieur Ramadan? Est-ce que c'est pour prouver aux yeux de tout le monde, je suis innocent, donc finalement je peux aller là où je veux, quand je veux, dans n'importe quelle conférence? N'est-ce pas de la provocation? Dites-nous un petit peu de quoi ça ressemble. C'est important de parler de ceci parce que, oui. Pour vous dire la vérité, cet événement-là est la conséquence d'une très grande maladresse et pas du tout d'une provocation. Maladresse de votre part? De ma part, oui. Oui. Si vous voulez, moi je reçois les notifications d'une maison d'édition qui s'appelle La Fabrique. Et ils annoncent que vient à Saint-Denis une femme dont j'apprécie les travaux, qui s'appelle Françoise Vergès, et qui écrit un livre. En plus, ça m'intéressait, c'était le féminisme décolonial. Et donc, en l'occurrence, moi, j'avais demandé à ma fille aînée de regarder où était la conférence. Pour vous dire la vérité, c'était parce qu'elle venait qu'on allait. On regardait même pas le titre, on n'a même pas véritablement perçu les réalités. C'était pas ça qui m'intéressait, c'était de l'entendre sur cet ouvrage-là. Et puis, nous sommes allés avec ma femme et ma fille, et puis, tout à coup, on réalise ce qui est en train de se passer. Et puis, vraiment, mais pour vous en rendre, il fallait être dans la salle pour vous en rendre compte. J'ai lu le livre de Françoise Vergès après coup. Elle parle de ce féminisme colonial à opposer au féminisme décolonial. Et dans la salle, on avait finalement un groupe de femmes qui étaient là et qui se sont mobilisées par rapport à la salle et qui ont pris en otage la salle en demandant de sortir. Il était exclu pour nous de sortir sur l'injonction comme ceci, c'est vous sortez, et en plus avec l'idée que j'étais présumé coupable, c'est-à-dire on ne reconnaissait même pas mon statut. On est resté pendant 45 minutes, on est parti, on s'est rendu compte en l'occurrence que c'était tout à fait maladroit. J'ai écrit un communiqué, enfin une réponse en disant que je priais les personnes qui avaient été choquées de m'excuser de ce geste, c'était pas du tout l'intention. Et c'est tout, c'était ceci, c'était donc maladresse. 5 ou 6 personnes qui ont réagi de cette façon-là, donc il y a une maladresse. Il y a en même temps l'expression d'une instrumentalisation de tout ceci qui est montée jusqu'à la ministre Chapa qui a dit c'est de la provocation.
Il n'y avait rien de tout ça dans cette démarche. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous avez fait le choix de reprendre la parole, j'ai envie de dire, dans les médias, dans une maison, en l'occurrence BFM TV, RMC, qui ne vous ont vraiment pas épargné et qui, pour le coup, ont été les premiers à donner la parole à quelques-unes de vos accusatrices. Pourquoi ce choix? Pourquoi Bourdin? Si vous le saviez que vous alliez être bousculé, et on a l'impression, franchement, que c'est un choix qui aurait pu être peut-être mûrement réfléchi. Pour le coup, vous êtes peut-être un peu précipité, non? Non, c'est un choix. C'est voulu. C'est un choix. C'est réfléchi. C'est un choix mûrement réfléchi. Comme je vous l'ai dit, il m'a appelé 4 fois au début de l'affaire. Il m'a envoyé des messages et je n'y ai pas répondu. Après coup, il y avait la sortie du livre, c'est de se dire maintenant comment faire entendre une parole qui dépasse simplement la parole dans les réseaux sociaux et tout ceci. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui avec lesquels vous pouvez être en direct, en face à face et dire ce que vous avez à dire, et puis qui puissent, si vous voulez, faire face à la pression qui va s'en suivre en l'occurrence, parce qu'il y avait une vraie pression. Donc c'était mûrement réfléchi, je ne l'avais pas fait avant. Je l'ai fait à ce moment-là parce que j'avais la sortie du livre et c'est vrai que je lui ai dit, j'ai pris contact avec lui, vous m'avez invité 4 fois, je ne l'ai pas voulu, maintenant je suis prêt à prendre la parole sur la base du livre. Et donc c'est plus le journaliste que j'ai choisi que la chaîne ou autre. La chaîne, j'ai toujours dit et je continue à le dire, je ne fais aucune confiance à BFM TV. Ils viennent de faire en plus campagne en disant il est le premier à avoir dit le nom de sa plaignante alors que eux-mêmes l'ont mis il y a plus d'une année dans leur réseau. Donc je ne leur fais pas confiance du tout et j'ai pu le dire d'ailleurs de vive voix à celui qui en est devenu le directeur, Monsieur Fogiel. Monsieur qui était avec Fogiel, moi oui. le matin, j'ai pu lui dire parce qu'il m'a posé la même question que vous et je lui ai dit que parmi les journalistes qui m'ont interviewé, dans le fait de le faire sans complaisance, Bourdin est sans complaisance, il a même été là de ce point de vue. Si vous voulez, dans sa façon de mener l'interview, il a aussi répondu aux pressions qui étaient les siennes d'ailleurs. Ça se sentait, hein. L'introduction de Oui, l'interview était déjà, il était déjà assiégé. C'est l'introduction de quelqu'un qui est assiégé et qui est en train de se justifier. Oui. Donc, si vous voulez, j'ai plutôt choisi. Et puis, pour vous dire clairement, je n'ai absolument pas l'intention d'intervenir dans n'importe quel autre média que celui-ci, que c'était Bourdin. Et puis maintenant, il y a vous, il y en aura peut-être une ou deux à l'intérieur parmi des gens, mais il n'y en aura pas d'autres. Donc prévu. en clair, voilà, vous avez prévu de minimiser votre... Non, moi j'ai un livre qui parle... Voilà, un livre qui sort aujourd'hui, rappelons-le, en septembre, Devoir de vérité. Moi, j'aimerais, si vous me permettez, Faiza et Gamal, parce que le temps passe très vite, il y a quand même des choses très, très importantes à aborder. Vous avez subi des maltraitances durant votre passage en prison. On va y revenir un petit peu parce que c'est important. J'ai entendu dire que durant vos auditions, en attendant vos auditions, on vous a laissé par terre pendant plusieurs heures, Monsieur Tariq Ramadan. Il y a eu, si vous voulez, des moments d'humiliation. Oui. Des moments d'humiliation quand il s'est agi, par exemple, de ces fouilles et de cette façon de devoir vous trouver dans le plus simple appareil dont certains surveillants étaient très peu respectueux. Dans certaines situations où je me suis retrouvé par terre, effectivement, parce que j'avais des douleurs, j'avais des crampes et ils m'ont laissé pratiquement pendant 2 heures par terre. Vous expliquez pourquoi d'ailleurs? Oui, et puis en plus, même le responsable des surveillants qui vient me dire, en me regardant comme ça, il me dit « mais c'est pas marqué dans la loi que vous êtes malade ». Parce que moi je lui disais « vous ne respectez pas mes droits ». Et il dit « mais c'est pas marqué dans la loi que vous êtes malade ». Donc il y a eu, je veux dire, par rapport au téléphone, par rapport au... Oui, il y a eu des moments où... donc je sais... Et puis, bon, il y a une maltraitance, je ne sais pas si on peut parler de maltraitance, en tout cas, il y a de l'humiliation, il y a des situations où on est très peu respectueux de la personne. Et puis, il y a des propos aussi. J'ai entendu des propos qui étaient tout à fait déplacés de la part de certaines personnes, des attitudes même par rapport au téléphone.
où on me coupait la ligne, où on me donnait pas le téléphone. Donc il n'y a jamais eu de maltraitance physique, mais sur le plan psychologique. De sur le l'humiliation, plan oui. du Pas de maltraitance, mais de voilà. l'humiliation. Du Par rapport contre, à ma maladie aussi. Oui. J'ai une bonne transition pour le coup, parce que j'allais vous poser la Et question. ça sera là votre dernière question, M. Abilin. Alors, ça va être 3 petites questions. Donc, une chose très importante. Donc, l'histoire du téléphone, c'est ça, fuité dans la presse. Il y a toujours des trucs qui fuitent dans la presse. On a l'impression que c'est un dossier à ciel ouvert pour le coup. Ils ont dit que vous vouliez un téléphone, bref, pour communiquer, alors que ça a été dit dans la prison. Ça a été dit dans la presse à l'époque, donc si vous pouvez l'expliquer. Ensuite, il y a une histoire importante. Bouzeroux. Alors moi, j'étais interpellé par ça parce que j'ai lu votre livre. Il commence par des cliquetis de clés dans la porte d'une prison, et ça finit sur ça, dans vos rêves. Par contre, j'aimerais savoir quel sentiment vous avez par rapport au fait que Bouzeroux, moi je comprends pas la relation qu'il a eue avec vous, qui n'a pas parlé à votre famille, qui a coupé. Parlez de Maître Bouzeroux. Hein. Maître Bouzeroux, oui, Ouais. qui n'a pas discuté avec sa femme pour la rassurer. Il y a eu un problème de communication, semble-t-il, et vous avez été choqué de ça. Vous l'avez appris a posteriori. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire, ce qui s'est passé par rapport à ça, et le sentiment que vous aviez eu? Parce que là, pour le coup, en dehors de cette petite prison et de cette télévision qui était abreuvée de communiquer contre vous, quel sentiment vous aviez par rapport à votre avocat? Parce qu'après, vous avez dû changer pour des raisons que je ne connais pas. Donc, si vous pouvez expliquer un peu ça nous intéresserait. Oui, alors, bon, déjà, je raconte l'histoire du portable dans le livre. Je la raconte de façon complète. Simplement pour résumer, vous savez que comme moi, j'étais isolé. Chaque fois que je sortais de ma cellule, personne ne devait être dans les couloirs. Je ne devais croiser personne, ni dans les couloirs, ni dans les ascenseurs et autres. Puis je me trouve avec deux surveillants. Et on se retrouve devant l'ascenseur, il y avait des gens dans l'ascenseur, il y en a un qui est dépité, qui dit mais c'est pas possible avec Ramadan, il m'appelait l'isolé médiatique, avec l'isolé médiatique. Alors moi je le regarde et je souris, parce qu'en plus, il était un des deux surveillants était plutôt sympathique, m'apparaissait comme plutôt sympathique. Je lui dis ce qu'il faut, c'est me donner un portable, ça sera plus simple, il n'y aura plus besoin de se déplacer. Et il me regarde en riant et il dit mais c'est une tentative de corruption, ça, M. Ramadan. Voilà, on s'est arrêté là. Finalement, 2 semaines plus tard, mon avocat prend contact avec moi, il me dit il y a une note qui est montée jusqu'au juge, vous avez essayé d'obtenir un téléphone pour finalement essayer de faire pression depuis l'intérieur de la prison sur les plaignants. Attendez, je veux dire... Déjà, comme il n'y a rien dans le dossier, contrairement à tout ce que disent les avocats, il n'y a aucun message de menace et de contrainte vis-à-vis de n'importe qui. Moi, la seule chose dont j'ai menacé une personne, c'est d'aller au tribunal ou de porter plainte. Je n'ai jamais fait ça. Et donc, en l'occurrence, ils utilisaient ceci et ils ont construit une histoire. Et je suis demandé à voir le directeur de la prison. Je lui ai dit, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le directeur, parce que il y a quand même des gens qui ont été sans complaisance, mais qui ont été justes. Et je le dis dans le texte, Monsieur Rayon, qui est le directeur de la prison de l'unité hospitalière à Fresnes, il est sans complaisance, mais il a été juste. Et il dit, mais pour moi, c'était une plaisanterie, c'est pas moi qui ai envoyé cette note. Et il a pris langue avec la juge pour lui dire, mais on a compris tous comme une plaisanterie. Si vous connaissiez les surveillants, vous sauriez qu'il ne faut pas les prendre il fallait pas prendre ceci au premier degré. Jusqu'à ma sortie, c'est-à-dire pratiquement 6 mois après cette affaire-là, ceci sort encore comme motivation du fait qu'il ne faut pas me laisser sortir de prison parce que j'ai essayé de soudoyer. Je veux dire, l'imbécile Tariq Ramadan essaye de soudoyer 2 surveillants pour qu'ils lui donnent un téléphone, pour qu'ils puissent appeler les plaignantes et depuis la prison les menacer. Mais de quelle intelligence se moque-t-on? Faiza Ben Mohamed pour votre dernière question. Non, l'affaire Bouzeroux m'intéresse aussi. Ah oui, Bouzeroux, oui, absolument. Très rapidement, Oui, j'en parle. rapidement. Moi, si vous voulez, ça a été mon avocat. On a commencé ensemble. Il a été, vous savez, il faut savoir que pendant pratiquement 6 semaines, je n'ai contact qu'avec lui. Bien sûr. Et donc, lui, il me dit des choses par rapport à ma famille. Et ce n'est que quand je vois ma famille que je m'aperçois que tous les messages que j'ai pu demander pour qu'il apaise ma femme et mes enfants n'ont pas été transmis comme j'espérais qu'ils soient. Manifestement, le dossier a très vite pris de l'ampleur qui ça va peut-être difficile et dépassé. Je sais rien, mais en tout cas, sa façon d'avoir géré la relation au-delà, si vous voulez, le volet humain de la relation n'a pas été à la hauteur de ce que j'aurais pu attendre. Faiza Ben Mohamed, dernière question.
Mais j'ai une question qui est surtout relative aux deux premières plaignantes avec lesquelles je crois que vous avez été confrontés au sein d'une organisation de la brigade criminelle en tout cas. On les voit très peu dans les médias maintenant qu'un certain nombre de faits qui relatent des mensonges, des incohérences dans leurs récits. Elles ont un petit peu disparu de la scène médiatique parce que je m'attendais plutôt à ce qu'avec votre retour, vous, avec ce livre qui paraît aujourd'hui, elle veuille répondre et visiblement embourbée dans un certain nombre de mensonges et d'incohérences, elle souhaite un petit peu disparaître. Est-ce qu'il y a d'autres confrontations qui sont prévues? Est-ce qu'elles ont tenté par un moyen ou un autre d'entrer en contact avec vous, votre avocat, ou d'essayer d'apaiser les choses? Parce que j'imagine que, je me souviens d'une Enda Yari qui est arrivée expliquant sa plainte et de pseudo-sévices qu'elle avait subi de votre part chez Bourdin, interrogée par Apolline de Malherbe, avec un sourire et une certaine euphorie quand elle racontait sa plainte. Et j'imagine que maintenant, confrontée à un certain nombre de mensonges que la presse ne relaie pas, des incohérences que la presse ne relaie pas, que les politiques qui se sont saisis de cette affaire ne relaient pas non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'elle disparaissent et qu'elle ne souhaite plus du tout être exposée par rapport à ça, ou est-ce qu'il y a d'autres confrontations qui sont prévues? Alors écoutez, à ce jour, sur le plan des investigations, moi j'ai 2 rendez-vous avec les juges en septembre et en décembre, dans lesquels on ne m'a pas annoncé de confrontation. On ne sait pas ce qu'il en est de la plaignante suisse où on dit que le juge doit venir, mais même mes avocats en Suisse ne sont tenus au courant de rien. Ils ne savent même pas quand ça va avoir lieu et si ça va avoir lieu, puisqu'ils n'ont reçu aucune lettre allant dans ce sens-là. C'est la presse française qui nous annonce qu'il va y avoir une confrontation avec la plaignante suisse. Donc on ne sait pas. Aujourd'hui, il n'y a que ces deux rendez-vous. Il faut savoir aussi que dans le texte, contrairement à ce que dit Le Monde et ce que disent les journaux qui semblent avoir lu le texte en diagonale, ils ont la diagonale sélective, si vous voulez, puisqu'ils disent il n'y a rien de nouveau dans le texte. Moi, je rapporte tous les éléments qui sont sortis des investigations de la brigade criminelle jusqu'en août. Je savais, moi, qu'il y avait une nouvelle plainte et je savais que c'était un écran de fumée puisque rien ne fonctionne. Le 23, je pars de Londres et j'arrive le 23 à Baltimore, donc la nouvelle plainte tombe à l'eau. C'était un écran de fumée, ceci, pour cacher quoi donc? Les dernières investigations de la brigade criminelle sont accablantes pour Madame Enda Yari, pour Christelle, comme en l'occurrence pour Madame Mounia Rabouche. C'est accablant. Et ça va l'être encore par rapport à la plaignante suisse parce qu'elle est en contact avec la deuxième plaignante depuis 10 ans. On a trouvé 20 photos d'elle sur l'ordinateur. Alors, c'est accablant. Et aujourd'hui, pourquoi elles ne parlent pas? Parce que ce qui ressort de leur profil ne correspond absolument pas à ce qu'elles ont dit dans leurs relations, Donc, de ce point de vue, c'est ce qui amène mon avocat, Maître Marcini, dont je veux saluer d'abord la compétence et l'humanité aussi, parce qu'il faut dire aussi que quand on a des avocats qui font leur travail et qui le font bien, parce que beaucoup de choses qui ont été découvertes par rapport à sa compétence et par rapport à sa détermination et par rapport à sa vigilance aussi. Il a fait en sorte de faire que certaines choses, par exemple sur le rotatage, il a été extrêmement important dans le fait de donner la solution. Comment on a pu horodater et prouver qu'en fait Christelle avait menti. Et donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il dit mais il n'y a plus d'affaire Ramadan. C'est terminé aujourd'hui. Il n'y a plus. Les mensonges sont tellement gros et la preuve est faite que chacune d'elles a menti et que tout ce qui pourrait laisser entendre qu'il y a eu viol tombe à l'eau. À un moment donné, on se demande où vont aller les juges. Alors maintenant, on le sent. Leur idée, c'est l'emprise. Il y a emprise. Et donc, en l'occurrence, une femme qui a planifié de faire venir un paparazzi dans un hôtel, elle serait sous emprise de qui? Elle serait comment? Elle planifie, et l'autre qui dit, si tu ne réponds pas à mes avances, je vais aller voir tes ennemis. Elle mentionne Soral et d'autres. Elle est sous l'emprise de qui? Alors aujourd'hui, je le dis et je le répète,
L'emprise n'est pas là où on croit qu'elle est. L'emprise, c'est l'emprise du politique sur la justice, c'est l'emprise des médias sur la population française. C'est là qu'il y a de l'emprise intellectuelle et psychologique. C'est ce terrorisme intellectuel qui est en train de s'installer en France et qui fait que vous ne pouvez même plus dire... Il est difficile en France de dire, après une trentaine d'interventions sur les médias de toutes les plaignantes, que celui qui a été accusé est présumé coupable et jeté au lynchage médiatique. On a de la peine à pouvoir simplement dire il a le droit de se défendre. C'est grave pour l'état de la France. Juste une question Oui, très court. Donc là, le procès ne va pas arriver avant 2020, j'imagine, puisque vous avez encore des auditions. Ça fait 2 ans maintenant. Si jamais il n'y a pas de procès, vous allez poursuivre, j'imagine, les plaignantes. C'est déjà fait, j'ai déjà... Oui, j'ai vu que vous aviez porté plainte. Donc il y aura procès, quoi qu'il arrive. Non, on ne sait pas. Aujourd'hui, personne ne peut dire comment les choses vont avancer et comment les choses vont se dérouler. J'en ai aucune idée. Et s'il devait ne pas y avoir de procès, vous avez pris 9 mois et demi de prison, ce qui est quand même quelque chose. Ce qui est de mon fait, c'est que toutes les personnes qui sont intervenues auprès du droit ou de la justice en mentant sur les faits, je demanderai que la dette de justice soit payée. Et ce n'est qu'après que je suivrai les bons conseils de Jean-Jacques Bourdin qui est de pardonner. Qui va à coup de gourdin d'ailleurs. Bon, monsieur Tariq Ramadan, la question elle est toute simple. Après tout ce dont on a évoqué vous concernant dans la presse aujourd'hui, ici sur France Maghreb 2, dans les différentes plaignantes, accusations, il y a même eu d'ailleurs, je pense que vous le savez, des messages que vous auriez envoyés à quelques femmes qui ont fuité sur Internet, très obscènes d'ailleurs. Tariq Ramadan, si vous aviez des regrets aujourd'hui, c'est quoi? Quels sont vos regrets aujourd'hui, en ce 11 septembre, au jour de la sortie de votre livre? Non, mais j'ai beaucoup comme je vous l'ai dit, j'ai fait un travail d'examen de conscience et de retour à moi-même. Il y a des regrets qui sont liés à ce que j'ai pu faire dans le passé. Il y a des regrets par rapport à la façon dont j'ai pu être avec ma famille, avec mes enfants, avec ceux que j'aime. Il y a en même temps, en fait, je vais vous dire une chose. Ouais. Je ne suis pas tellement dans le regret. Je suis plutôt dans le retour vers... Pour moi, le regret, ça ne suffit pas, en fait. Il faut que j'aille plus loin que ça. Il faut que je revienne sur les faits du passé pour que j'en traduise les enseignements. Tout ce qui a été négatif dans mon passé doit devenir du positif dans mon futur. C'est-à-dire comment je vais être dans la quête de ce sens-là. Donc voilà, moi j'ai envie d'être dans la cohérence, j'ai envie d'être dans plus de lumière, j'ai envie je vais continuer à servir un message auquel je crois avec sincérité, avec conviction. Je vais continuer du mieux que je peux d'être fidèle à mes principes et de servir le message auquel je crois. On parlait du pardon, et ça sera, et ça sera là vraiment ma toute dernière question. Je pense, monsieur Tariq Ramadan, s'il y a quelqu'un à qui rendre hommage aujourd'hui, en matière de pardon, c'est bien votre femme. Ah ben, vous faites bien de le dire, oui. Je pense que un des signes de l'amour de Dieu que je peux avoir dans mon parcours, c'est son amour, sa présence, son combat. En sortant de prison, comme je le raconte dans le livre, je lui ai dit, je pensais avoir laissé une femme et une fille, puisque je parlais aussi à ma fille aînée, et puis je me suis rendu compte que c'était des battantes, des guerrières. Elle m'a dit, on l'était déjà avant, mais tu t'en étais pas rendu compte. Elles m'ont renvoyé à mon propre aveuglement, au fait que je ne voyais pas. Et donc, autour de ma femme, avec son accompagnement, avec sa présence, j'aimerais aussi beaucoup dire à mes enfants combien leur présence elle a été importante, comment ça a été ce qui a donné beaucoup de solidité. Et puis ma mère, parce que vous savez, ma mère était à l'hôpital quand j'étais en prison, ils m'ont pas laissé. Ils ont pris 2 mois pour vérifier s'il était vraiment à l'hôpital alors qu'elle était dans un état qui n'était pas facile. J'ai eu mes frères, ma sœur et puis la famille plus large. Et donc ça n'a pas de valeur. C'est ce qui permet à un homme d'être debout devant Dieu, debout avec sa conscience et puis de continuer son engagement. À ceux qui sont partis, soit... Je construirai avec ceux que j'aime et qui m'aiment et qui, avec moi, partagent
la volonté de servir un message qui dit qu'il faut apprendre à se pardonner, à pardonner, et il ne faut jamais, jamais, jamais perdre pied devant l'injustice. Il faut rester digne dans sa douleur et digne dans ses combats. Merci, monsieur Tariq Ramadan, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, et désolé à ceux qu'on a pu contrarier en n'étant pas très offensifs. On a essayé de faire notre travail, de poser des questions dans la bienveillance, évidemment, parce que je le rappelle, pour celles et ceux qui l'auraient oublié, vous êtes présumés innocents pour l'heure. Peut-être qu'il n'y aura même pas de procès. On ne sait jamais. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est à l'homme Tariq Ramadan que nous avons donné la parole, qui a souhaité bien gentiment répondre à nos questions. Monsieur Tariq Ramadan, je vous laisse vraiment le mot de la fin pour celles et ceux qui continuent, malgré vos explications, chez Bourdin, chez nous aujourd'hui, à penser, à croire que vous les avez trahis. Qu'avez-vous à leur dire? Non, encore une fois, je comprends la déception. Et je la comprends à la hauteur parfois de l'idéalisation. Je demande simplement à toutes les femmes et à tous les hommes qui ont accompagné cet engagement de 30 ans de remettre les choses à leur place. Vous avez accompagné un homme, vous ne l'avez pas suivi. Vous avez suivi un message auquel il faut rester fidèle. Ce n'est pas un homme, c'est un message. Et aujourd'hui, autant que je dois faire mon examen de conscience, chacun doit faire son examen de conscience. Suivait-on un homme qu'on a idéalisé ou servait-on un message qui est celui qui nous permet de devenir meilleurs tous les jours? C'est la seule chose que j'ai envie de dire. Après, je continuerai à pouvoir tirer de toute cette expérience le meilleur, autant d'enseignements pour moi-même, pour ceux qui m'entourent, pour ceux qui pourront l'entendre. Et c'est ça qui est déterminant pour moi. C'est véritablement ce travail d'enseignement, c'est de faire de toute chose qui nous arrive dans la vie un enseignement. Et j'aimerais dire une chose aussi à tous ceux qui nous entendent. Apprenez à entendre et ne condamnez jamais personne. Tant qu'il y a de la vie dans la vie d'une femme ou d'un homme, il y a espoir. Et toute personne qui se met à la place de Dieu pour condamner définitivement ferait bien le temps d'une réflexion de considérer que ça n'est pas son droit et ça n'est pas justice que de faire une chose pareille. Merci, monsieur Tariq Ramadan, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Faiza Ben Mohamed et à Gamal Amina pour m'avoir accompagné. Merci. À très vite. On a bien compris aujourd'hui que Tariq Ramadan, on l'a enterré, mais il n'est pas mort. Merci beaucoup.